Vous avez regardé l'épisode 3 de Star Wars Ahsoka et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren, et aujourd'hui je vous propose mon décryptage de l'épisode 3 de Star Wars Ahsoka, au menu analyse, théorie, référence, c'est parti pour la vidéo. Comme je l'avais dit dans l'analyse des 2 premiers épisodes, cette série souhaite emmener son personnage principal vers la voie de la coopération. On en voyait déjà les prémices à la fin de l'épisode 2 et ça continue dès l'épisode 3 alors qu'Ahsoka reprend la formation de Sabine au sabre laser. En réalité, on comprend que Sabine n'a pas vraiment besoin de formation pour le maniement de l'arme, en revanche c'est dans l'appréhension de la force qu'elle a le plus besoin d'aide comme on le verra dans la suite de cette vidéo. Mais revenons à Ahsoka. On sent d'ores et déjà qu'elle s'ouvre à l'autre et prend à cœur son rôle de mentor, elle peut se montrer assez dure avec son apprenti comme c'était le cas de son propre maître Anakin Skywalker, d'ailleurs elle le cite complètement dans le texte lorsqu'elle lui demande de reprendre son entraînement. C'est exactement ce qu'Anakin lui disait alors qu'elle était épuisée à l'entraînement, ce n'est qu'un autre exemple du fait qu'Ahsoka s'inscrit, en le voulant ou non, dans les pas de son ancien mentor. Lorsque le vaisseau est attaqué par les chasseurs de Marrok et Shin, elle y voit un autre moyen d'entraîner Sabine dans le feu de l'action. Huyang doit intervenir pour lui faire remarquer que si elle n'agit pas de concert avec Sabine, ils vont sans doute y passer. Ahsoka entre ensuite pleinement dans la coopération avec son apprenti. C'est très présent dans cette question qu'elle lui pose, de quoi est-ce que tu as besoin? Elle ne donne pas d'ordre à Sabine, mais est dans l'attente de recevoir les infos qui créeront leur succès. D'ailleurs, j'en profite pour noter le design des chasseurs ennemis ici. J'y vois un style très inspiré des avions de chasse utilisés durant la Seconde Guerre mondiale, on peut penser au P-47 ou au FW-190 par exemple. Cette inspiration du côté d'avions de chasse bien réels n'est pas sans rappeler le choix de design du vaisseau du général Grievous dans La Revanche des Sith. Je note par ailleurs que dans son cockpit, Shin est équipé d'un système de communication qui ressemble à s'y méprendre à celui utilisé par Anakin Skywalker dans son chasseur Jedi dans La Revanche des Sith. Quoi qu'il en soit, on voit bien ici les deux styles très différents entre les deux duos maître-apprenti de la série. D'un côté, on a Ahsoka et Sabine qui coopèrent dans une relation presque horizontale, de l'autre on a Shin Hati qui est dans l'attente des avis, conseils et ordres de son maître Baylan Skoll. Une relation très verticale où c'est la figure d'autorité qui est en maîtrise pour les deux, là où Ahsoka ne rechigne pas à obéir à son apprenti lorsque le besoin s'en fait sentir. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un like, un commentaire et un abonnement. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous savez que ça aide gratuitement ce genre de vidéo à poursuivre. Évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous invite à écouter mon podcast Pop News qui est hebdomadaire, vous pouvez m'entendre réagir à l'actualité pop culturelle. Et enfin, si vous voulez un petit peu plus loin dans votre soutien, vous pouvez me soutenir financièrement sur KissKissBankBank, je remercie d'ailleurs tous mes soutiens. Au sujet de Sabine, on voit bien qu'elle n'a pas vraiment de soucis pour manipuler son arme. Après tout, c'est une Mandalorienne et une guerrière. Elle a aussi manié le sabre noir et a reçu quelques enseignements de la part d'Ezra et de Kanan. Là où sa formation de Jedi bloque, c'est qu'elle ne ressent pas la force, ce qui est un désavantage criant face à Shin par exemple, comme on l'a vu dans les épisodes 1 et 2. Ahsoka lui rappelle que la force est dans tout être vivant, elle aussi donc. Il lui faut cependant cultiver son contact avec la force et c'est là que le bas blesse. Ahsoka lui propose de s'entraîner à l'aveugle, chose qu'on a d'ores et déjà vu faire par Luke Skywalker par exemple, pour ne citer que lui. L'idée ici est de priver l'apprenti de la vue pour qu'il développe plus rapidement sa préhension de son environnement et donc une sorte de 6e sens avec la force. Ici, Sabine se montre empressée et frustrée par son absence de progrès. Elle a aussi du mal avec les commentaires de Huyang, qui pense que l'ordre Jedi l'aurait refusé en tant qu'apprenti. A noter qu'Ahsoka nomme cette formation le Zatoichi, ce mot a une consonance tellement proche de celui de Zatoichi que ça ne peut pas être une coïncidence. Zatoichi est un personnage de la littérature japonaise, il s'agit d'un épéiste aveugle qui combat durant la période Edo au Japon. On l'a vu plusieurs fois dans des films à partir des années 60 et plus récemment en 2003 par Takeshi Kitano. Le fait que l'entraînement à l'aveugle se nomme Zatoichi sans le i est à mon avis un clin d'œil au personnage. Quand on sait ce que la saga Star Wars dès l'époque George Lucas doit au film de samouraï, c'est sans doute un hommage de plus. Je noterai aussi que l'on voit sur le casque porté par Sabine le symbole de l'ordre Jedi, reconnaissable à son étoile entourée de 2 ailes. Huyang se rappelle aussi que Ahsoka fait partie d'une ligne de Jedi peu conventionnelle. À quoi fait-il référence? Si l'on remonte dans le passé, on peut voir qu'Ahsoka, Jedi ayant quitté l'ordre Jedi, a été formé par Anakin, Jedi tellement puissant qu'il a été considéré un temps comme l'élu de la Force, avant de passer au côté obscur. Lui-même a été formé par Obi-Wan Kenobi, qui a été formé par Qui-Gon Jinn, un Jedi tout particulier puisqu'il est le premier à avoir perfectionné la technique du fantôme de la Force.
C'est aussi lui qui a trouvé Anakin sur Tatooine et a fait en sorte qu'il soit formé aux arts Jedi. Qui-Gon avait été formé par Dooku, dont on connaît bien le passage au côté obscur. Enfin, Dooku lui-même a été formé par Maître Yoda, dont l'espèce est tellement rare et le style au combat font de lui un des Jedi les moins conventionnels connus. Quelque part, le fait qu'Ahsoka forme une Mandalorienne peu sensible à la Force n'a rien de trop surprenant étant donné le passé de tous ses formateurs. Le droïde fait aussi référence au fait que les Mandaloriens font rarement des Jedi. Et c'est vrai, on a cependant un exemple ancien, celui de Tar Vizsla, créateur du fameux sabre noir dont il est si souvent question à Mandalore car il s'agit d'un symbole de pouvoir sur la planète d'origine des Mandaloriens. La saison 3 de The Mandalorian y fait de nombreuses fois référence d'ailleurs. Cette vidéo existe grâce à mes soutiens financiers sur KissKissBankBank qui me permettent d'envisager une suite plus pérenne à mes activités sur internet. Merci donc à Adrien, Arnaud, Vincent et aussi un merci tout particulier à Jérémy qui vient de rejoindre les abonnés sur KissKissBankBank. Pour les rejoindre, cliquez dans le lien dans la description. Cet épisode 3 confronte la générale Syndulla à l'inaction de la Nouvelle République alors qu'elle leur présente ses théories quant au retour de Thrawn. Cela met en lumière le fait que pour l'instant, ni Syndulla ni Ahsoka ne détiennent de preuves de ce qu'elles avancent. Mais cela montre aussi que ces deux femmes d'action se heurtent à la grande machine politicienne, plus prompte à l'inertie qu'à l'intervention. J'en profite pour mentionner la présence ici de Mon Mothma, jouée par Genevieve O'Reilly, actrice qui lui prête ses traits depuis la Revanche des Sith, et que l'on avait revue depuis dans Rogue One, mais aussi l'excellente série Andor. Toujours au niveau des références, plus obscures celle-là, on peut voir le personnage du sénateur Hamato Xiono, qui n'est autre que le père du personnage principal de la série d'animation Star Wars Resistance. On ne va pas se mentir, le fait que la République hésite à aider Hera Syndulla est un grand classique. Les héros, quand bien même ont-ils raison, font face à un système qui les dépasse et n'est pas prêt à les aider. Un moyen narratif éculé qui permet aux scénaristes de mettre leurs héros seuls face à une adversité qui les dépasse. On peut s'imaginer que par la suite, lorsque tout semblera perdu, la flotte de la Nouvelle République arrive pour sauver nos héros de la panade lors du final de la saison. Ou alors, Hera désobéira aux ordres du comité sénatorial, du moins je n'en serais aucunement surpris. Cette séquence à bord du Home One s'achève avec un dialogue entre Hera Syndulla et son fils Jacen. Ce n'est pas la première fois que les fans le découvrent puisqu'il apparaissait à la fin de la saison 4 de Rebels. Jacen est l'enfant que Hera a eu avec Kanan Jarrus. Le fait que celui-ci annonce vouloir devenir Jedi n'a rien d'impossible puisqu'après tout, il est fils d'un Jedi lui aussi. Les amateurs de l'univers étendu savent d'ailleurs que le prénom Jacen est lié à un personnage d'intérêt à la trajectoire tragique. Je doute que Jacen s'y embarque, mais après tout pourquoi pas dans un avenir plus ou moins lointain. Cet épisode 3 permet aussi de définir un petit peu plus concrètement ce qu'est l'œil de Sion. Il s'agit, comme je vous le disais la semaine dernière, d'un gigantesque cercle hyperspatial dont l'objectif est de sauter vers une autre galaxie en empruntant une route déterminée par les mouvements des Purrgil, les baleines de l'espace que l'on peut voir dans le générique de fin et qui avaient aidé Ezra Bridger à la fin de Rebels saison 4 à quitter la galaxie avec Thrawn. En d'autres termes, Morgan Elsbeth et ses mercenaires veulent se rendre dans cette autre galaxie pour y retrouver Thrawn. Aidés du Grand Amiral, ils espèrent destituer la Nouvelle République et réinstaurer l'Empire. Au sujet de Marrok, on l'entend pour la première fois prononcer quelques mots dans cet épisode 3. Aucun nouvel indice à son sujet ne nous est donné, je note cependant qu'au générique on peut voir le nom de Sam Witwer, doubleur de Dark Maul dans Clone Wars et Rebels, mais aussi interprète de Starkiller dans Le Pouvoir de la Force. Il est crédité en tant que doubleur pour des voix additionnelles sans plus de précision. Quant à Marrok, il apparaît au générique et c'est l'acteur Paul Darnell qui le joue. On ne précise cependant pas s'il lui donne son corps, sa voix ou bien les deux, mais Darnell a en tout cas servi comme doublure et cascadeur dans d'autres séries Star Wars pour Disney+, et n'est pas connu pour son jeu d'acteur. Il est probable que ce soit bien la voix de Sam Witwer que l'on entend lorsque Marrok parle. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le mystère reste entier. A noter qu'il y a aussi la possibilité que ça soit pas du tout un mystère et que Marrok soit tout simplement un nouveau personnage et pas du tout un ancien, ça m'irait tout aussi. Je vais terminer rapidement par mon avis personnel sur cet épisode 3 d'Ahsoka, et très honnêtement, j'ai trouvé que c'était très court mais très convaincant. Déjà, je n'ai pas retrouvé les problématiques de photographie et d'effets spéciaux en dessous que j'avais pu voir dans les épisodes 1 et 2 de la série. Je note d'ailleurs que la production maîtrise vraiment très bien tout ce qui se déroule dans l'espace, les vaisseaux, les vues de l'espace, tout est impeccable et on s'y croirait. J'apprécie ce qu'on veut faire de la relation d'Ahsoka et de Sabine, ils font bien de ne pas lui donner tout de suite accès à la Force, je serais d'ailleurs intéressé qu'ils ne lui donnent tout simplement pas, mais j'en doute, on verra bien. Toute la séquence de la bataille spatiale et particulièrement lorsqu'Ahsoka sort se battre sur le toit du vaisseau m'ont vraiment rappelé les grandes heures de Star Wars Clone Wars, ça me fait plaisir de retrouver ce personnage dans une série live action.
Je note cependant que dans la plus pure tradition des séries sur Disney+, les épisodes sont de plus en plus courts, à tel point qu'on a l'impression que la fin de l'épisode serait juste une coupure pub dans une série traditionnelle avant de redémarrer sur la traque dans la forêt. On l'aura dans l'épisode 4 bien sûr, mais c'est à se demander s'ils n'ont pas coupé l'épisode 3 en deux pour atteindre un compte d'épisodes à 8 plutôt que 6. Je veux aussi toujours en savoir un peu plus sur le personnage de Baylan Skoll et Shin. Enfin, je m'interroge sur le personnage de Marok. Est-ce que c'est un nouveau personnage ou un ancien qu'on nous cache pour une future surprise? Mon intérêt est piqué. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment devant cet épisode 3. Est-ce que c'est votre cas? N'oubliez pas évidemment de me dire dans les commentaires quelle est votre note entre 1 et 5 pour cet épisode 3. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, bien sûr. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un commentaire, un like et un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur KissKissBankBank puisque vous le savez, ça m'aide à pérenniser mon activité sur internet. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de l'épisode 4 de Star Wars Ahsoka. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous.